je pense qu'on peut démarrer. Donc, rebonjour à ceux qui viennent d'arriver. Donc, nous allons parler aujourd'hui de la signature électronique et aborder quelques questions essentielles donc, qui reviennent sur les publications faites par la FNTC, la Fédération des tiers de confiance du numérique et le CR2PA. Les intervenants vont être des personnes qui ont participé à la rédaction de ces guides, notamment Amélie Fraisier, responsable des partenaires stratégiques de security.com et adhérent de la FNTC, Maître Pascal Agosti, du cabinet Cabrioli et Associés, adhérent de la FNTC, Jean-Mathieu Bonnefou, Record Manager du groupe Orano, adhérent du CR2PA, Nathalie Jubin, Record Information Manager chez Engie Global Energy Management et Sales, du CR2PA, et également Chantal Pasquier, du groupe Aegis. Je vais laisser la parole à Amélie Fraisier pour vous présenter le programme de ce webinaire. Alors, bonjour à tous, merci beaucoup François-Luc. Donc écoutez, pour ce webinaire de lundi matin, on va essayer de traiter un sujet qui intéresse beaucoup de monde, vu le nombre de participants que vous êtes aujourd'hui, mais on va essayer de le traiter dans les grandes lignes pour ne pas que ce soit trop pesant et pour bien commencer tous ensemble la semaine. Donc, comme vous l'expliquez François-Luc, la FNTC, la Fédération des tiers de confiance du numérique et le Club de l'archivage managérial, donc le CR2PA, travaillent maintenant depuis plusieurs années dans un groupe de travail commun au sein duquel nous mettons en commun, finalement, nous travaillons ensemble autour de sujets parce que le CR2PA étant un club des record managers et des archivistes de grandes entreprises françaises et la FNTC regroupant opérateurs experts du domaine de la confiance numérique, nous travaillons ensemble à finalement défricher certains sujets, dont celui de la signature électronique, par finalement la vision du record manager, de l'archiviste au sein d'une entreprise. Donc, voir un petit peu où se positionne cette figure primordiale dans une entreprise par rapport à un projet de signature. Nous avons donc réalisé 3 guides. Aujourd'hui, nous vous proposons dans ce webinaire de retracer les grandes lignes de nos 2 premiers guides. Donc, le premier que nous verrons dans un premier temps sur qu'est-ce que la signature, sa définition, son cadre réglementaire, les différents niveaux de signature. Et puis, le deuxième guide sur la validation et l'archivage, ainsi que la gestion des preuves. Et enfin, nous avons le plaisir de vous présenter un cas d'usage qui vous sera présenté par Jean-Mathieu Bonnefoy d'Orano Group. Et Jean-Mathieu a mis en place, avec tous les conseils qu'il a pu récupérer dans ses guides auxquels il a participé également, il a pu utiliser tous ces conseils et toutes ces bonnes pratiques dans la mise en place d'un projet de signature au sein de son entreprise. Donc, il va nous partager son expérience qui est vraiment précieuse. Donc, aujourd'hui, vraiment, l'objectif, c'est de retracer les grandes lignes. Comme je l'ai dit, les guides sont beaucoup plus complets. Notamment, dans le premier guide, vous pourrez retrouver 10 cas d'usage directement proposés par les professionnels du CR2PA qu'ils ont pu identifier dans leurs entreprises, des cas d'usage sur quels documents signer, sur lesquels nous avons rajouté, par exemple, les niveaux de signature à appliquer, etc. Donc, je vous encourage à aller récupérer ces guides sur le site de la FNTC ou bien sur le site du CR2PA afin de les consulter. Et dans le deuxième guide, notamment, vous retrouverez de manière très précise toute une liste des preuves importantes dont vous devez avoir finalement possession en cas de litige. Voilà. Donc, nous allons commencer, si vous le voulez bien, avec qu'est-ce que la signature, et je vais donc passer la parole à Pascal Agosti. Bonjour à toutes et tous et merci Amélie pour cette introduction très claire du fait qu'on vous a fait quand même quelque chose qui est en 3 épisodes. C'est un petit peu, et là on est en train de vous expliquer le résumé des premiers et deuxième épisodes pour mieux vous projeter sur le 3e épisode, ce qui est la conservation long terme. C'est un travail que nous avons fait, CR2PA et FNTC, main dans la main. Donc, on est un petit peu comme lorsqu'on se regarde une bonne série, il y a la première et la deuxième saison,
Et là, c'est la troisième qui est encore meilleure, ça existe. Hein, et donc, là, nous allons reprendre un petit peu les basiques, basiques simples, hein, comme le dirait Orelsan. Tout d'abord, on va commencer par quelque chose d'essentiel. La chose qui est essentielle, c'est de se rappeler le cadre juridique applicable. Ce n'est pas écrit là, mais bon, je vais vous le donner en quelques termes. En droit français, ce qui est important autour de la signature électronique, c'est avant tout le code civil. Dans le code civil et dans la réforme du code civil qui a eu lieu dès 2016, on se retrouve avec un magnifique article 1367 qui donne les principales caractéristiques de la signature électronique. Vous le voyez ici, identification de l'auteur, c'est-à-dire de la personne qui va signer, manifestation du consentement à l'acte, c'est vachement important parce qu'il faut pouvoir dire que moi, Pascal Agosti, j'ai signé ce contrat de crédit à la consommation dont l'ensemble des clauses m'est opposable. C'est pour ça qu'il faut consentir. C'est pour que en face, on puisse opposer le document en face, mais aussi pour moi, parce que comme ça, je peux dire, ben moi, j'ai signé ça et vous voulez m'imposer d'autres clauses. Donc, c'est ça qui est important. Et une autre caractéristique qui est sous-jacente de la notion d'écrit électronique, c'est l'intégrité du contenu dans le temps. Il faut que dans le temps, ben, ce consentement et cette identification soient maintenus pour éviter qu'en cas de contestation, on remette en cause différentes choses. Ça, c'était un des premiers points, donc c'est de dire ce qu'est une signature électronique. Une signature, donc, c'est l'apanage d'une personne physique qui signe. Elle peut signer pour soi ou pour une personne morale qu'elle représente. Moi, en tant qu'associé de mon cabinet d'avocat, je peux engager ma personne morale, mon cabinet. À côté de la signature électronique, pour éviter les écueils, il y a le cachet électronique. Alors, le cachet électronique, qu'est-ce que ça a de différent? Ben, écoutez, pour ceux qui connaissent bien le droit commercial, c'est l'équivalent d'une griffe. C'est-à-dire que j'appose un document, un cachet, et ce cachet il permet d'identifier uniquement la personne morale et il n'y a pas de manifestation de consentement, c'est par rapport à l'intégrité. Une personne morale ne signe jamais directement en droit français. OK? Donc, signature électronique, cachet, et un point qui est très important par rapport à la signature électronique, n'attendez pas des Rolls. Ce qui est important, c'est de comprendre que la bonne signature électronique, c'est celle qui est reçue par le juge comme étant valable. Qu'importe si vous avez quelque chose qui n'est pas une Rolls, mais dès le moment où vous avez les éléments qui permettent d'identifier l'auteur, qui permettent de manifester un consentement et de garantir une intégrité, et bien là, vous aurez des éléments qui pourront donner des suites favorables en cas de contestation. Alors, quel est l'intérêt dans ce cas-là d'avoir une Rolls? Ce que, un peu plus tard, on va vous expliquer par rapport aux différents niveaux de signature dans le slide qui suit. Quel est l'intérêt? C'est le renversement de la charge de la preuve. Alors, Quesaco, pour ceux qui ne font pas de droit, le renversement de la charge de la preuve, ça veut dire que lorsque j'ai une signature qui n'est pas fiable parce qu'on n'a pas fait tout le volet avec à choisir un super prestataire qui est qualifié avec une signature elle-même qui est qualifiée, vous allez voir un petit peu les termes qui vont être expliqués tout à l'heure, eh bien, c'est pas grave si j'arrive, moi, à rapporter la preuve de la fiabilité de la signature. Donc, c'est à moi de venir en justice avec tous les éléments qui vont bien et de dire, monsieur le juge, ma signature, elle est valide et l'écrit qu'il apporte est donc lui aussi valide. Ça, c'est lorsqu'on se retrouve avec une signature qui n'est pas super fiable a priori. Elle le sera a posteriori puisque le juge dira mais ce que vous m'apportez, maître Agosti, ben c'est super, je reconnais bien que c'est une signature fiable. Ça, c'est le premier cas. Paf. Deuxième cas, on se retrouve avec la Rolls, la signature électronique qualifiée. Dans ce genre de situation, c'est à celui qui dit que eh oh, cette signature, c'est pas moi, hein, elle n'est pas fiable. C'est à cette personne-là de dire pourquoi elle n'est pas fiable et donc de dénier la fiabilité de la signature
Et donc, il y a ce renversement de la charge de la preuve. Si elle n'est pas fiable, c'est à moi qui demande de recevoir cette signature, de rapporter la preuve de la fiabilité. Dans l'autre cas, c'est celui qui dit non, non, elle n'est pas valable, de rapporter la preuve de cette non-fiabilité. C'est pour ça qu'il y a un renversement de la charge de la preuve. Vous allez maintenant avoir dans le slide qui suit tout ce qui va concerner les différents niveaux de signature. Mais dans ce cas-là, je laisse la parole et j'éteins ma caméra. Alors, merci Pascal. Effectivement, nous allons vous passer en revue donc, les différents niveaux de signature. Donc, comme on vient de le rappeler, toutes les signatures électroniques sont recevables d'un point de vue juridique. Nous avons 3 niveaux de signature. Donc, le premier niveau, c'est la signature électronique standard ou simple. Et une signature dite simple est, selon le règlement EIDAS, une signature électronique via laquelle des données sous forme électronique sont jointes ou associées logiquement à d'autres données sous forme électronique que le signataire utilise pour signer. C'est un peu technique, mais je vais vous donner des exemples qui vont vous faire comprendre très rapidement ce qu'est ce type de signature. Donc, une signature simple, c'est par exemple taper le code secret d'une carte de crédit ou faire une signature manuscrite sur un appareil électronique. L'usage de cette signature est donc reconnu, largement utilisé, mais sa valeur juridique est limitée car elle ne garantit pas l'intégrité des données signées ni l'identité du signataire. Donc, seule l'association de preuves au procédé de signature apportera les éléments nécessaires pour démontrer les garanties d'authenticité, d'identification et d'intégrité. Elle peut toutefois valoir commencement de preuve par écrit. Nous avons ensuite un deuxième niveau de signature qui est la signature électronique avancée. C'est la plus couramment utilisée par les entreprises grâce à l'utilisation d'une clé privée qui est accessible seulement à la personne qui signe et seulement à elle. Donc, cette signature, elle permet d'identifier la ou le signataire, de lier la signature à son auteur et de garantir l'intégrité de l'acte signé. Et la signature avancée, par sa définition et son procédé technique, garantit l'authenticité et l'intégrité. Et la présentation des preuves, en général, n'entraîne pas de difficultés particulières, à condition que ces preuves soient disponibles, qu'elles soient lisibles et qu'elles soient connues par l'utilisateur de la signature. La signature avancée peut être construite et délivrée par une autorité de certification ou un PSCQ au sens EIDAS, PSCQ, prestataire de services de confiance qualifié. Nous avons enfin le troisième niveau de signature et le dernier, qui est la signature électronique qualifiée. C'est la signature la plus robuste sur le plan technique et juridique, mais ce type de signature exige que l'identité du signataire soit validée en amont, donc en physique ou à distance selon certaines conditions, et ce, par une autorité de certification ou un prestataire de services de certification électronique. Selon le Code civil, seule cette signature est l'équivalent de la signature manuscrite, mais elle est plus lourde à mettre en œuvre, elle est plus onéreuse également, et cette signature qualifiée est généralement réservée aux documents pour lesquels l'authentification est fondamentale. Par exemple, dans le cas de production, d'actes notariés ou dans le contexte de marché public, de l'appel d'offres à la signature. Donc, comme on l'a rappelé en préambule, toutes les signatures électroniques sont recevables d'un point de vue juridique et un juge ne devrait pas refuser une signature au seul motif qu'elle n'est pas qualifiée. Mais comme l'a rappelé Pascal, il faut savoir que c'est à celui qui se prévaut d'une signature électronique simple ou avancée de rapporter la preuve de la fiabilité de celle-ci, tandis que pour le dernier niveau, celui qu'on vient d'évoquer, la signature électronique qualifiée, c'est à celui qui la conteste de rapporter la preuve de l'absence de fiabilité. Je vais passer la parole à Amélie pour la partie validation. Merci beaucoup, Nathalie. Alors, effectivement, donc merci à Pascal et à Nathalie pour cette revue dans les grandes lignes de notre premier fascicule.
Et je vous propose donc que l'on passe à notre deuxième partie de ce webinaire. Donc, vous l'avez compris, notre premier fascicule, il traite vraiment de la base. Donc, qu'est-ce que la signature, son cadre réglementaire, les niveaux, des cas d'usage. Et puis, notre deuxième fascicule, nous avons pris le parti de traiter finalement l'acte après la signature. Et donc, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a signé un document? C'est pourquoi nous allons voir ici notamment la validation, la gestion de la preuve, mais aussi l'archivage. Donc, sur le slide suivant, nous allons voir que question validation, eh bien finalement, il y a 3 questions fondamentales. La première, c'est qu'est-ce que c'est la validation ou la vérification de signature? Les 2 termes sont souvent utilisés. Quels en sont les enjeux et les risques? Et quand et pourquoi réaliser cette validation? Alors, pour répondre à la première question, je vous invite à regarder ce schéma que nous allons voir apparaître à l'écran, que vous retrouverez bien évidemment dans notre deuxième fascicule. Ce schéma, il représente la validation. La validation d'une signature, elle comporte 2 volets. Le premier volet, et Pascal vous en a parlé tout à l'heure, c'est l'importance d'une signature, c'est notamment le fait de pouvoir garantir l'intégrité du contenu qu'il y a dans le document. Donc, cette intégrité, la validation de la signature, première chose qu'elle va faire, c'est on va aller vérifier l'intégrité du document. On va aller vérifier que le document que l'on a sous les yeux aujourd'hui est bien le même que nous avons signé il y a une semaine, il y a un mois, il y a un an, il y a 10 ans. D'accord? Donc, pour ce faire, on va tout simplement aller vérifier l'empreinte qui avait été faite via la signature sur ce document. L'empreinte, c'est bien une empreinte digitale du document. D'accord? C'est calculé par le procédé technologique de la signature, c'est-à-dire que lorsqu'on appose une signature, ce procédé-là va calculer une empreinte du document, cette espèce d'empreinte digitale, et elle va venir le cadenasser avec un algorithme. D'accord? Quand on va vérifier l'intégrité, eh bien, nous sommes en possession de la clé pour pouvoir aller décadenasser ce cadenas, recalculer une nouvelle empreinte, prendre l'empreinte d'origine, la nouvelle que nous avons calculée et les comparer. Si les 2 empreintes sont identiques, je peux alors certifier que mon document est bien intègre, qu'il n'a pas été modifié. Si les empreintes sont différentes, alors l'intégrité du document a été altérée. D'accord? Donc ça, c'est le premier volet de la vérification que l'on fait lorsque l'on valide une signature. Le deuxième volet, c'est celui que vous avez dans la partie droite du schéma qui s'affiche à l'écran, c'est celui d'aller vérifier la validité du certificat. Vous l'avez bien compris, une signature, elle doit aussi, Pascal vous l'a expliqué, elle doit authentifier la personne qui a consenti à l'acte. Elle doit donc, cette signature repose donc sur un certificat électronique qui identifie cette personne. Donc, il faut bien, lorsque l'on va valider une signature, nous allons devoir aller vérifier que le certificat qui a été utilisé pour signer était bien valable, était bien valide et qu'il n'était pas notamment révoqué. Pour ce faire, comment est-ce que nous allons procéder? Eh bien, c'est très simple. Nous allons aller consulter la liste de révocation qui est tenue par l'autorité de certification qui a délivré le certificat. D'accord? Donc, nous allons devoir aller nous connecter à la liste de révocation de cette autorité-là. Donc, voici les 2 grands schémas. Ça va nous permettre de vérifier sur la validité des certificats le niveau de confiance. Est-ce que la personne avait bien été identifiée? Est-ce que le certificat était bien valide? Est-ce qu'il n'y a pas eu de problème sur l'identification de la personne? Donc, si on passe à la question suivante qui était quels sont les enjeux et les risques de la validation de la signature? Eh bien, vous l'avez bien compris, la validité de la signature et du certificat, c'est vraiment les grands enjeux de la validation de tout le processus. Ça va nous permettre, comme vous le disiez tout à l'heure Pascal, en cas de besoin, de pouvoir dire non mais moi, cette signature, elle a été vérifiée. Moi, je sais que le document est intègre et je sais que le certificat qui avait été utilisé à ce moment-là était bien valide. Mais du coup, on a un risque aussi. Et ce risque, il porte notamment sur cette validation du certificat. Parce qu'un certificat électronique, il a une durée de vie finalement limitée. Un certificat électronique, il peut être valable pour 15 minutes,
il peut être valable pour 1 an, 2 ans, voire 3 ans. D'accord? Ça va dépendre aussi du niveau de signature que l'on utilise. Donc, que se passe-t-il si je veux aller vérifier la validité du certificat, mais si par exemple le certificat n'est plus valide? Ah, alors là, il va falloir que je vérifie. Déjà, il va falloir que j'atteste que la signature a bien été apposée pendant que le certificat était valide. Donc, il va falloir que j'atteste d'une date et d'une heure de signature. Pour dire, oui, non, mais moi, j'ai signé, eh bien, aujourd'hui, on est le 14 novembre 2022 et mon certificat, il était bien valide à cette époque-là. Oui, d'accord, mais comment on certifie la date et l'heure? Eh bien, on la certifie avec un horodatage, qui n'est rien d'autre qu'un cachet électronique, mais qui comporte une référence officielle à la date et à l'heure. D'accord? Mais si on n'a pas d'horodatage qui accompagne la signature, bon, eh bien, il faut aller forcément se connecter à l'autorité de certification pour pouvoir aller vérifier que le certificat à cette date-là était bien valide. Mais que se passe-t-il, par exemple, si on vérifie une signature 10 ans après avoir signé le document et que l'autorité de certification n'existe plus? Nous ne pouvons plus nous connecter à sa liste de révocation. Et ça, c'est un risque parce qu'à ce moment-là, nous n'avons pas d'autre solution. Nous ne pouvons pas vérifier la validité du certificat au moment de la signature. Donc, forcément, la question se pose de dire, mais quand est-ce qu'on doit donc faire cette validation? Et pourquoi est-ce qu'on fait cette validation? Parce que finalement, cette validation, bon, l'intégrité, on comprend que c'est important, mais ça, on peut vraiment le calculer à n'importe quel moment. Par contre, bon, la vérification du certificat, c'est compliqué, on voit bien que ça a des risques, mais à quoi ça sert? Eh bien, nous allons le voir juste après. Tout simplement, la recommandation qu'il est faite, c'est de valider sa signature au plus tôt après l'acte de signature. D'accord? Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'intégrité, on l'a bien compris, on va pouvoir le calculer à n'importe quel moment. Par contre, le fait de valider juste après l'acte de signature, eh bien, tout simplement, on va s'assurer de pouvoir réellement aller vérifier la validité du certificat au moment de la signature. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la validation d'une signature, ça va générer des preuves informatiques, notamment des preuves, Pascal, vous le disiez tout à l'heure, que ce qui est important, c'est de pouvoir présenter au juge les moyens d'identification et tout ça, on va le retrouver dans le certificat électronique. Donc, c'est très important d'aller faire cette vérification de la validité du certificat. Donc ici, vraiment, pourquoi faire cette validation? Pourquoi vous assurer que cette validation est faite? Tout simplement parce qu'elle va générer des preuves dont vous aurez besoin en cas de litige. D'accord? Et donc, c'est sur ces mots que je vais passer la main à Pascal Agosti qui va vous expliquer la gestion de la preuve. Merci Amélie et merci pour ces éléments très précis. Ce que vous a indiqué Amélie, c'est comment je gère dans le temps la preuve et les conditions de recevabilité de cette preuve et de cette signature vis-à-vis de ce magnifique acteur qu'est le juge. Alors, ce que le marché a mis en place, c'est ce que les prestataires de services de confiance que Chantal avait évoqué tout à l'heure, c'est ce que ces prestataires de services de confiance appellent soit fichier de preuve, soit preuve, chemin de preuve, dossier de preuve. Enfin, dès le moment où il y a le mot preuve, vous vous dites, voilà, il y a peut-être quelque chose que les prestataires ont mis en place. Alors, qu'est-ce que c'est? Imaginez-vous, c'est un espèce de fichier qui contient tous les éléments utiles pour démontrer l'existence d'une opération, l'identification des personnes qui signent, le moment où ça a été fait, les éléments où ça a été archivé et le document signé en tant que tel. Donc, on appelle ça souvent le fichier de preuve et comme vous le voyez, il n'y a pas de définition légale. C'est une construction, je dirais, empirique du marché qui date de 2006-2007 environ. Et ce qu'il y a de très important, c'est que cette notion empirique a été reçue par les juges. C'est-à-dire que dès 2011, 2012, 2013, on avait les premières décisions qui portaient autour du fichier de preuve. Alors là, je vous parle du 14 février 2013, mais c'est par rapport à un arrêt du tribunal d'instance d'Épinal de décembre 2011.
où justement il y avait un doute. Donc, ce qui s'est passé à l'époque, c'est que pour la première fois, il y a un juge qui a vu un fichier de preuve qui a dit « Ah, ce fichier de preuve me permet de dire que là, c'était un avenant dans le cadre d'un contrat de crédit conso, l'avenant électronique a bien été signé par Monsieur Trucmuche ou Madame Tartampion, hein, vous choisissez, tel jour, et à ce titre, comme cet avenant existe, la banque n'est pas foreclose, c'est-à-dire qu'elle peut toujours agir par rapport à un contrat de crédit, puisque la personne, Monsieur Trucmuche ou Madame Tartampion, ne payait plus chaque mois les mensualités par rapport au remboursement de son prêt. Donc, on a considéré que l'avenant électronique existait grâce au fichier de preuve qui permettait de dire « Voilà, je me retrouve bien avec quelque chose qui est signé électroniquement, je reconnais son existence et je reconnais les effets juridiques qui sont attachés. » On est en 2013, mais dans le temps, d'autres jurisprudences sont intervenues pour préciser, détailler ce qu'était le fichier de preuve. Non seulement il y avait donc le fichier de preuve en tant que tel, et avec le temps et avec la précision des juges par rapport à ces questions, il y a eu d'autres éléments qui sont intervenus. La synthèse du fichier de preuve. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Bon, on a le fichier de preuve, c'est pas suffisant. La synthèse du fichier de preuve, c'est un document dans lequel le prestataire de service de confiance rappelle tous les éléments. Pascal Agosti a bien signé le contrat de crédit à la consommation nommé par Tampion, enfin nommé contrat de crédit de telle banque, tel jour, à telle heure, il l'a bien signé et la banque a bien cacheté ou scellé également le même contrat. Ça a été horodaté à telle date et ça a été archivé à tel endroit. Et cette attestation, cette synthèse de fichier de preuve, vaut preuve devant un tribunal. Donc, l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry, elle est là pour être précise autour de ce formalisme de la synthèse du fichier de preuve ou attestation de preuve. À côté de ça, à côté de l'attestation de preuve, il y a une autre attestation. Donc, il ne faut pas les confondre, hein. C'est l'attestation de fiabilité des pratiques du prestataire de service de confiance, celui qui émet la signature, qui émet le certificat et qui crée ce fichier de preuve. L'attestation de fiabilité, c'est quelque chose qui est donné par l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, et qui délègue cette fonctionnalité à d'autres. Normalement, c'est LSTI en France, et derrière, vous avez des personnes qui vous aident à préparer à ces audits. Donc, cette attestation de fiabilité, par rapport à un moment déterminé, c'est-à-dire, normalement, une attestation de fiabilité, ça dure de 2 ans de mémoire, peut-être 3, je ne suis plus sûr, entre 2 et 3, et toutes les signatures électroniques qui sont faites pendant cette période, ben vous fournissez l'attestation de fiabilité des pratiques du prestataire de service de confiance. Donc ça, c'est un point qui est important. Attestation de fiabilité des pratiques, attestation de preuve et fichier de preuve. Dans certains cas, si vous vous débrouillez bien avec les deux éléments, la synthèse et l'attestation de fiabilité, ça peut suffire dans 95% des cas. Mais ce que l'on voit, c'est que c'était valable pour les cours d'appel, mais quand on regarde le slide qui suit, on voit aussi que c'est quelque chose qui a impacté aussi au niveau du premier degré, au niveau de la première instance, puisque cette décision du tribunal d'instance de Nîmes nous rappelle l'importance de l'attestation de fiabilité et la synthèse du fichier de preuve. Et il y a une chose qui est très, très importante, ce que je vous disais au tout début, on n'a pas besoin de la Rolls. La seule chose que je veux, c'est que vous arriviez à me convaincre. D'où l'importance de la gestion de la preuve électronique dans le temps. Et c'est ça aussi que nous avons fait au sein de ce deuxième fascicule. Alors, vous allez me dire, OK, mais qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de fichier de preuve? Eh bien, nous avons une décision qui en parle dans le prochain slide. C'est une décision qui est plus récente de la Cour d'appel de Grenoble du 15 juillet 2020, comme vous le voyez.
Et cette décision, elle dit la chose suivante. Vous êtes bien gentil, vous ne m'avez pas rapporté un fichier de preuve, vous indiquez, vous montrez, vous ne montrez pas, vous dites c'est comme ça et c'est pas autrement. Moi, j'ai besoin du fichier de preuve pour être sûr que la signature est bien valide et existe. Et si la signature existe, que la preuve, que l'écrit existe. Donc, si vous ne me donnez pas de fichier de preuve, je ne suis pas content et je ne vais pas faire droit à vos demandes devant un tribunal. C'est ça aussi. Alors, vous le voyez, le fichier de preuve est quelque chose de très important en France pour le juge. Et le juge travaille beaucoup sur ces questions. Nous avons la chance, au sein du cabinet, de travailler avec l'École nationale de la magistrature pour aider les magistrats à se former à ces questions de preuve et de signature électronique. Et on essaye de faire passer cette parole qui est claire, nette et précise, en tout cas à notre sens. Alors, ce que l'on va dire, c'est qu'il y a certains éléments, des éléments de preuve qui sont assez communs. Ça, c'est dans le slide qui suit. Quand vous regardez le slide qui suit, vous voyez qu'il y a quelques éléments de preuve qui sont communs. C'est tout ce qui va concerner l'identification. On en parle depuis le début. Il faut qu'on soit bien sûr que c'est Pascal et pas quelqu'un d'autre. Souvent, on recommande la mise dans le fichier de preuve d'un scan de la pièce d'identité valable au moment des faits, hein, bien évidemment. Le niveau de certificat, est-ce que c'est un certificat éphémère ou est-ce qu'au contraire, c'est un certificat standard? Est-ce que c'est un certificat avancé, qualifié, hein, ce que expliquait Chantal tout à l'heure? Et comment est-ce que je fais pour manifester un consentement, ce qu'on appelle une procédure de consentement, avec soit une case à cocher, soit un bouton à cliquer, soit un one-time password à faire, soit un gris-gris à faire sur une tablette qui manifeste un consentement, mais qui n'est pas une signature, hein, je tiens quand même à le souligner. Et comment tout ce qui va amener, toutes les étapes qui vont précéder la signature, toutes ces étapes sont bien tracées dans le temps pour arriver à ce moment de signature. Et évidemment, une fois qu'on a tout ça, il faut aussi la preuve qu'au moment de la signature, tout cela a été bien validé, vérifié, de telle façon que dans le temps, si je dois ressortir ce fichier de preuve 10 ans après, eh bien, je puisse le fournir et en disant, regardez, non seulement j'ai bien tous les éléments avec la pièce d'identité qui va bien, tous les éléments qui me permettent de manifester un consentement, mais en plus, on ne vous fait pas que vous dites déclarer ces éléments, on vous dit qu'on l'a bien vérifié. Voilà, c'était ça aussi qui était important par rapport au fichier de preuve. Maintenant, nous allons passer à ce qui suit avec Je suis dans le soleil. Merci Pascal. Donc effectivement, là, je pense que vous commencez à comprendre le cycle de vie de la signature électronique et pourquoi dans ce fascicule 2, il nous apparaissait important d'aborder la thématique archivage. Donc là, je poursuis aussi le texte de loi, notamment l'article 1366 du Code civil qui nous dit que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Dans notre groupe de travail, il nous a apparu intéressant de s'arrêter sur deux termes pour bien, lorsque vous allez discuter avec soit des juristes, soit des informaticiens, bien se mettre d'accord autour du vocabulaire pour avoir des éléments de langage commun. Donc, on vous a précisé que la conservation, parce que c'est un terme qu'on emploie aussi régulièrement, va permettre de rapporter la preuve des droits, c'est-à-dire des informations contenues dans un document, tandis que l'archivage va avoir trait au support, le document proprement dit, à des fins juridiques. Donc, tout cela pour vous dire qu'il va être important de garantir l'archivage, et notamment un archivage avec une solution à valeur probatoire. Pour nous aider, on a la chance d'avoir des normes qui existent et qui nous guident, notamment les normes Z42013 et les normes Z42020. Après, va se poser la question, et c'est le slide suivant, de qu'est-il nécessaire d'archiver? Alors, je pense que là, avec tous les propos que vous avez entendus, que ce soit Amélie, Pascal ou Nathalie, je pense que vous voyez ce qu'il est nécessaire d'archiver. Il va falloir archiver effectivement le document signé, mais aussi et surtout sa signature. Surtout en plus si elle n'est pas incluse dans le document, ainsi que les éléments de preuve. Je crois que là, vous avez eu une belle démonstration de l'utilité. Pourquoi? Parce que tout ceci va vous permettre dans la durée, et c'est là l'importance de l'archivage, d'identifier le ou les signataires, de garantir l'intégrité, et de rendre disponibles toutes les informations aussi longtemps qu'il sera nécessaire.
C'est toute la force de l'archivage. Après, qui va archiver quoi? C'est le slide qui suit. Il faut, comme toujours, hein, se mettre d'accord de qui porte la responsabilité de cet archivage. Et donc peut-être qu'autour de cette table, il y a des gens qui ne sont pas encore familiers avec cette notion d'archivage, mais je vous invite à consulter les mémos qui ont été rédigés par le CRDPA, qui vont vous donner les grandes lignes de ce qu'il faut faire, et aussi de consulter le fascicule 2, puisque nous avons fait quelques petites pages qui expliquent un petit peu tout ce qui est nécessaire de connaître. Là, je ne vais pas détailler, mais il est quand même nécessaire de définir les rôles et les responsabilités de chacun. Il ne va pas falloir uniquement se fier aux outils, et aussi, il va falloir être vigilant sur le format. Une fois qu'on a réglé ce problème de qui archive quoi, il va falloir surtout voir aussi à quelle périodicité et comment. Donc, qui archive? Est-ce que c'est le ou les signataires? Est-ce que c'est le prestataire de signature? Est-ce que le prestataire d'archivage? Une des recommandations que nous vous faisons, ou un point de vigilance qui nous semble important, c'est qu'il ne va pas falloir oublier de définir les passerelles entre le prestataire de signature et le prestataire d'archivage. Donc, pourquoi? Enfin, c'est un point d'attention. Donc, il faut, c'est pour la notion de récupération, de réversibilité. Donc voilà, car ceci n'est pas toujours automatique. Après, si vous voulez connaître un peu plus l'archivage, consultez nos fascicules. Et surtout, maintenant, je vais passer la main à Jean-Mathieu qui va nous illustrer tout ce qu'on vient de dire en s'appuyant sur nos deux guides. Merci beaucoup Chantal, bonjour à tous. Je remercie mes consoeurs et confrères pour ce panel un petit peu des fonctionnalités et principes juridiques de ce domaine clé qui prend de plus en plus de place au sein de nos organisations. Moi, je suis ravi de partager avec vous sur ces quelques minutes la mise en place de notre projet de signature électronique au sein d'Orano, à l'appui du guide et des réflexions qui ont découlé de notre groupe de travail. Alors, tout d'abord, je voulais partager avec vous quelques éléments de contexte par rapport au groupe Orano, avec des éléments qui peuvent apparaître comme étant similaires aux vôtres. Sur ces dernières années, nous étions engagés sur des logiques de transformation, notamment une transformation digitale, et donc forcément, comme vous pouvez le voir, une volonté de dématérialisation de processus progressifs, et donc une place pour une réflexion de fond sur l'opportunité de la signature électronique au sein d'Orano. Bien évidemment, c'est une opportunité qui s'est accélérée avec le contexte Covid et le confinement. Et comme vous pouvez le voir, il s'agissait en fait au final d'être en capacité de concrétiser une réflexion de quelques années que les guides ont contribué à valider. Et du coup, les guides et tout le travail d'élaboration qu'on a pu effectuer autour m'ont vraiment été utiles à titre personnel pour valider le mode projet que nous envisagions, structurer également davantage le travail autour de la sélection d'un acteur qui respectait les standards du marché qui ont été exposés. Et aussi, cela m'a permis d'assurer derrière une bonne communication, déjà en disposant des bons éléments de langage sur les principes de la signature électronique. Et le fait également, comme on va le voir, d'instaurer le domaine juridique comme pierre angulaire sur le déploiement du projet pour une utilisation sereine ensuite et maîtrisée de la signature. Voilà, alors de manière classique, comme vous pouvez le voir ici, initialement nous avions des besoins qui étaient clairement identifiés, du coup de faciliter notamment vis-à-vis des interlocuteurs extérieurs des échanges dématérialisés de manière sûre. Et un peu à la manière de vos organisations, probablement, nous avons un référencement du coup avec nos badges en interne qui nous permettent de valider un certain nombre de documents, mais comme on l'a vu, on a un système de certificats, mais qui est vraiment limité et pas aussi robuste que les principes qui vous ont été balayés tout à l'heure. Et donc, une portée limitée vis-à-vis des interlocuteurs extérieurs du groupe. Donc, il a fallu construire le projet avec la sélection d'un prestataire service de confiance pour faciliter du coup ces échanges signés électroniquement avec des partenaires externes. Et encore une fois, dans un encadrement juridique serein, pourront vraiment avancer de manière sécurisée. Donc, je vous propose de voir ensemble maintenant comment ont été élaborés un petit peu les différents cas d'usage et les bonnes questions que nous nous sommes posées en interne pour le déploiement de ce projet. Alors, comme je vous l'indiquais,
L'approche méthodologique vraiment des guides a été vraiment importante dans la mesure où cela a permis, dès les premières réunions en interne, sur le sujet, de fixer vraiment le domaine juridique. Appartenant à la direction juridique, qui est ma direction mère en tant que account manager, du coup, je me suis permis de solliciter immédiatement mes collègues du juridique pour leur faire part un petit peu des orientations de ce projet. Donc, l'implication initiale du réseau juridique du groupe a été vraiment importante et a permis de structurer la démarche pour ensuite vraiment cadrer le déploiement et l'utilisation. Donc, cela a vraiment permis derrière d'impliquer des directrices et directeurs juridiques et des juristes et de monter des séries de réunions, de ce que l'on a appelé des rencontres juridiques en interne pour diffuser les principes et fondamentaux de la signature électronique à l'appui des guides, encore une fois. Et cela s'est concrétisé par la mise en place d'une série de réunions de sensibilisation, à la fois avec du top management qui était intéressé pour mieux connaître la signature électronique et également auprès de gens qui étaient directement concernés par la mise en place de tels processus, pour encadrer du coup et encore une fois essayer de définir des besoins, y compris très opérationnels. Et donc, on a abouti à une définition de besoins clairs derrière pour voir quels étaient les processus et les types de documents qui étaient éligibles à la signature électronique. Et tout ce travail a été validé par le fait de pouvoir se reposer sur la grille des différents cas d'usage qui est mentionné dans le premier guide et qui a permis vraiment de constituer un premier socle de réflexion, de construire nous derrière notre propre référentiel en interne et de définir la bonne granularité niveau de signature en face des documents que nous souhaitions signer. Donc ça nous a permis vraiment d'avancer sereinement en définissant nous-mêmes nos propres critères, nos propres niveaux d'exigence en fonction des documents qui étaient à échanger. Alors, en quelques conclusions, du coup, quelques conseils et indications, c'est en amont vraiment de bien fixer les enjeux et un contexte en fonction du domaine d'activité, d'avoir une bonne appréhension des étapes du guide avec le réseau juridique et de se reposer vraiment sur la structuration également de la grille qui était proposée. La question derrière qui s'est posée en tant que professionnel de l'information, et Chantal l'a très bien exposé juste avant, c'est forcément lorsque l'on crée des documents qui sont à vocation probatoire, se pose la question vraiment de la maîtrise de leur cycle de vie et derrière de bâtir une logique de préservation de l'information. Donc, on a fait le lien tout naturellement avec l'archivage électronique et avec la nécessité de préserver les éléments de preuve, le dossier de preuve, les fichiers de preuve, comme a évoqué Pascal, des éléments qui sont générés à l'appui de notre prestataire de services de confiance. Donc, on a validé un macro-processus interne qui indique que lorsque les responsables des processus de signature commençaient à générer des signatures sur les modèles de préconisation que nous avions définis, derrière, il y avait cette obligation de capter l'ensemble des éléments générés, donc c'est-à-dire le document qui encapsulait les signatures, mais également derrière tous les éléments de preuve, comme l'a évoqué Pascal, pour pouvoir les archiver en interne au sein de notre système d'archivage électronique hébergé on-premise au sein d'Orano. Donc, on avait une volonté en fait de sortir les éléments de notre prestataire qui était en mode SaaS pour vraiment les héberger et héberger ces éléments, encore une fois, à vocation probatoire pour les pérenniser. Donc, ça nous a permis d'avoir une bonne gestion de projet et d'aller loin derrière dans un certain nombre de besoins internes avec des réflexions qui se sont engagées sur des éléments à valeur probante. Et donc, nous avons créé à partir de là différents parcours en fonction des métiers avec la mise en place de certains automatismes selon les principes standards des solutions du marché. Cela a vraiment été essentiel parce que ça nous a permis d'avoir des échanges vraiment nourris au niveau de notre pratique industrielle, vraiment de déployer en mode projet un certain nombre de réponses à des besoins très opérationnels. Et cette bonne gestion nous a permis vraiment derrière de nous poser d'autres questions en matière de projet avec par exemple des intégrations aux ERP du groupe, vraiment pour faciliter en fait le cheminement des documents qui étaient assignés auprès des collaborateurs. Et on a eu à partir de là des fortes demandes de différentes équipes pour avancer sur la création de ces parcours de signature électronique au sein du groupe Orano.
Je vous ai proposé ici un focus sur un élément particulier qui nous a permis de répondre à un besoin en interne. Étant dans le domaine du nucléaire, nous avons des obligations de nous soumettre à des autorités de contrôle, notamment sur certains aspects, et notamment sur l'aspect export-contrôle. En quelques mots, c'est un socle juridique en fait de contrôle d'exportation qui porte sur les technologies et biens à double usage. Donc le nucléaire pouvant avoir un usage civil ou militaire, du coup, il y a toute une réglementation sur nos échanges. Et donc nous avions besoin de signer des licences d'exportation de manière assez rapide afin de pouvoir suivre le rythme de nos échanges avec nos interlocuteurs. Et le fait du coup d'avoir des éléments précis en matière de conditions de sécurité, de déploiement de la signature, nous a permis d'entamer un dialogue poussé avec notre équipe RSSI et nos instances de contrôle pour pouvoir se mettre d'accord sur la possibilité de signer électroniquement ces licences d'exportation. Donc, ça nous a permis d'ouvrir des REX intéressants en la matière avec nos autres partenaires du domaine nucléaire français pour voir un petit peu quels étaient les usages que eux disposaient de leur côté avec la signature électronique et du coup d'exposer en fait ces différents retours d'expérience et cas d'usage entre différents partenaires du nucléaire. Pour finir, je voulais également faire un focus particulier sur peut-être l'exemple qui a été le plus emblématique de déploiement de la signature électronique en appui des principes du guide qui ont été exposés par mes consoeurs et confrères tout à l'heure, en vous parlant plus particulièrement de la mise en place de la signature électronique avec nos partenaires bancaires. Alors, notre démarche a vraiment été élaborée à partir d'un besoin en interne de notre département opérations, financement et trésorerie qui envisageait du coup d'échanger des documents signés électroniquement avec nos partenaires bancaires. Et donc l'idée a été de démarrer, de solliciter nos établissements bancaires pour mettre en place ce projet. On s'est rendu compte que du côté de nos partenaires, l'intérêt était mutuel pour la mise en place de la signature électronique. Ces derniers l'utilisaient eux-mêmes dans d'autres cadres. Et donc ça nous a permis de nouer immédiatement un dialogue très riche mutuellement, puisque eux disposaient déjà d'un certain nombre de prérequis au niveau des fondamentaux de la signature. Ça nous a permis vraiment d'échanger, encore une fois, de construire une grille de typologie documentaire avec une définition des bons niveaux de signature en face. Donc là, encore une fois, vraiment de se mettre d'accord avec nos partenaires dans le cadre des échanges pour valider vraiment les critères d'échange documentaire. Et l'implication du juridique a également été prégnante dans la mesure où, avec nos établissements bancaires, nous avons établi des conventions de preuve en amont en vue de la mise en place des échanges ensuite via nos prestataires de services de confiance respectifs. Donc, ça a permis d'établir clairement les responsabilités de chacune des parties dans le processus, l'utilisation de quel prestataire, qui déclenche le processus, quel est le bon niveau pour le tel document. Donc vraiment la démarche similaire est complètement saine pour pérenniser les échanges. Ce que je peux vous dire en conclusion très, très rapidement, c'est ce qu'il est intéressant de signaler, c'est que désormais, avec la démocratisation un petit peu de ce type de procédé dématérialisé, il y a une acculturation progressive qui s'est faite de la part des différents acteurs économiques. Donc, lorsqu'un besoin se fait sentir avec ses interlocuteurs externes, désormais, on peut partir d'un socle de connaissances communs et les guides ont permis de renforcer cet intérêt dans la mesure où j'ai eu à faire face à des interlocuteurs qui en avaient déjà pris connaissance. Et donc, je me suis rendu compte qu'à la fois en interne et en externe, ça permet de nouer vraiment un dialogue intéressant sur le choix des prestataires, la construction de parcours de signature, définir entre juristes des organisations respectives le bon niveau de signature. Bref, à l'appui des guides, ça permet vraiment de faciliter et d'aider à la mise en place de ce type de projet-là. Et je dirais, en conclusion, très rapidement, que le fait d'avoir pu participer à l'élaboration de ces deux guides et de m'appuyer sur leur contenu m'a vraiment permis de mieux comprendre cet univers de la signature électronique, des tiers de confiance, les principes qui ont été exposés du règlement IDAS et les obligations qui en découlent. Et derrière, en se basant sur une logique de conduite du changement et de déploiement classique d'un projet, ça permet vraiment de bien structurer la démarche projet au sein de son organisation en légitimant le réseau juridique pour promouvoir la démarche, ce qui facilite derrière la tâche pour décentraliser les usages et avancer dans une sécurité juridique au niveau du process. Voilà, je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup, Jean-Mathieu, pour ce partage. Alors, avant de passer aux questions, voilà. Avant de passer aux questions, je vous propose et je vous invite surtout à venir découvrir notre troisième guide qui a donc pour titre la conservation à long terme des documents signés. Donc, vous le voyez bien, on est parti de la base, de l'acte après signature pour terminer vraiment sur cette conservation long terme. Qu'est-ce que c'est? Comment on l'a fait, etc. Donc, on vous propose de venir découvrir ce guide, une fois n'est pas coutume, en présentiel, le 22 novembre, donc la semaine prochaine, à 17h30 à l'hôtel Bedford à Paris, donc dans le 8e arrondissement. Donc, il y aura une présentation, un petit peu comme ce que nous venons de faire, sur les grandes lignes du guide, et puis ensuite un moment d'échange et de partage autour d'un verre amical. Voilà. Donc, suite à ça, je vous propose, François-Luc va nous transmettre vos questions que vous avez pu poser normalement dans l'onglet questions. Si vous ne les avez pas encore posées, n'hésitez pas à les écrire. Nous allons y répondre. Et si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes les questions, nous vous enverrons des réponses par mail, bien entendu. Une première question que je peux vous transmettre, c'est quelle est la validité de ces décisions à l'international? Quelle est la validité de ces décisions internationales? Vous avez, ça c'est, allez, vous avez de la chance d'être là. CJUE, novembre 2022, non, octobre 2022, 20 octobre 2022 de mémoire, vous avez pour la première fois une décision qui nous parle de signature électronique qualifiée et de l'exigence ou pas de la signature électronique. Là, vous avez donc le premier plan qui est le plan européen, c'est déjà pas mal. Donc, déjà, ce qu'il faut que vous ayez à l'esprit, c'est que le Code civil renvoie au règlement IDAS. Déjà, vous avez un périmètre qui est largement étendu. Deuxième événement, vous avez bien raison d'être là. Il faut que vous sachiez qu'à la fin de l'année, vous allez avoir la CNUTSI, Commission des Nations Unies pour le développement du commerce international, qui va mettre en place une loi type qui porte sur les services de confiance et l'identité numérique. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous allez avoir les mêmes principes qui vont se répandre dans la très grande majorité des États, je dirais, qui participent aux travaux, c'est-à-dire, je dirais, les 3/4, 4/5e du marché de la signature électronique, du marché mondial. Donc, vous avez déjà ces éléments. Quelle est la valeur de ces décisions au niveau international? Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que vous avez la possibilité soit d'avoir une pratique qui est, je dirais, franco-française autour du fichier de preuve, mais ces fichiers de preuve ont une existence indicielle partout ailleurs. C'est-à-dire que vous pouvez aller devant un juge, on ne va pas vous dire le fichier de preuve c'est nul, je ne peux pas en entendre parler. Ce que vous allez avoir, c'est comment vous allez me rapporter la preuve. Évidemment, vous allez avoir certains États qui vont vous dire moi je veux une signature électronique qualifiée dans certains cas. C'est le cas notamment en Allemagne par rapport à certains types de contrats. Si vous avez besoin d'une signature électronique qualifiée, ben là, il va falloir avoir une signature électronique qualifiée. Mais dans la majeure partie des cas, vous pouvez avoir une signature électronique simple ou dite standard ou une signature électronique avancée. Ça peut être suffisant dans 95-96% des cas dès le moment où je peux rapporter la preuve de la fiabilité. J'espère avoir répondu à votre question, mais c'est vrai que c'est une grande question, hein, la question internationale. Merci beaucoup Pascal. Alors il y a une question, enfin deux questions à laquelle je peux répondre puisque c'est sur la possibilité de visionner en replay le webinaire. Donc oui, ça sera possible sur le site de la FNTC et du CRDPA. Et alors une autre question plus technique, quelle est la forme de la validation de la preuve dans le fichier de preuve? La forme de la validation de la signature, je pense que c'est dans le fichier de preuve. Donc, la validation de la signature, en général, se matérialise sous un rapport de validation qui comprend les preuves informatiques du résultat de l'intégrité et de la vérification, c'est-à-dire de la consultation vers la liste de révocation pour valider le certificat. Donc, c'est ce qu'on appelle le rapport de validation.
Et puis, de toutes les façons, le prestataire de service de confiance, il fait bien son travail, il sait très bien qu'il y a une preuve de validation. Ça peut prendre aussi la forme d'une piste d'audit. Mais en fait, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Qu'importe la forme de la validation pourvu qu'on l'ait. Merci beaucoup. Alors, il y avait une autre question qui traitait, oui, plutôt pour Jean-Mathieu, si le document du retour d'expérience sur le déploiement de la signature électronique chez Orano serait disponible. On ne t'entend pas, Jean-Mathieu. Pardon, excusez-moi. Oui, il est possible effectivement que je mette à disposition une présentation REX qui rentre un petit peu plus dans des détails avec du nombre de transactions effectuées. Voilà, comme je vous l'avais indiqué, on avait échangé au sein de nos groupements d'intérêt des acteurs de l'énergie nucléaire français sur des retours d'expérience mutuelle avec la signature électronique. Donc effectivement, si besoin, je peux mettre un document de REX à disposition, bien sûr. Merci. Peut-être une dernière question. Alors, à quoi sert d'imprimer les fichiers suite à une signature dans la mesure où le prestataire la détient? Pourquoi vous imprimez les fichiers? Je n'ai pas compris non plus. En fait, on peut imprimer. Alors, ce qui se passe souvent, c'est que lorsqu'on se retrouve devant un tribunal, je me permets juste, la première chose que les avocats font, c'est qu'ils impriment le fichier de preuve et ils le mettent. Pourquoi? Parce que c'est plus simple d'accès. C'est uniquement si jamais il y a des contestations qu'on va plus loin. Mais sachez désormais que dans la plupart des jurisprudences, lorsqu'on parle de la signature électronique et de la preuve électronique, ça prend deux lignes. C'est très très rare maintenant qu'on remette tout en cause, tout en branle autour de la signature et de la preuve électronique. Si vous l'imprimez et qu'il n'y a pas de contestation là-dessus, ça passe crème. Je pense Si que, ça, parce qu'elle n'était pas très claire. Peut-être que la question est aussi dans le sens d'imprimer pour archiver. Si on voulait faire par exemple un archivage papier, alors il faut savoir qu'un document numérique, normalement, selon le Code civil, on est censé en garantir l'intégrité jusqu'à la fin de sa période de conservation légale. Et donc, normalement, un document numérique, on devrait faire derrière plutôt un archivage numérique. Donc, si la question porte sur ce sens de se dire pourquoi est-ce que nous, on devrait archiver alors que le prestataire de signature, finalement, il nous propose un IHM, c'est-à-dire un site sur lequel on peut aller consulter les contrats qu'on a signés, etc. Pourquoi est-ce que vous devriez l'archiver? Tout simplement parce que par respect donc, de cet article du Code civil, vous êtes responsable, vous êtes le propriétaire de ce document parce que vous l'avez signé. Donc, un document qui est signé, il existe bien en 2 exemplaires, enfin en autant d'exemplaires qu'il y a de signataires, d'accord? Donc, vous êtes responsable de l'exemplaire dont vous êtes le propriétaire. Donc, si demain, comme Pascal le disait, vous êtes amené à présenter votre document comme une preuve devant un juge ou autre, on peut vous demander comment est-ce que vous allez garantir l'intégrité de ce document. Alors, on l'a vu, il y a là tout ce qui a trait à la vérification de l'intégrité par la validation de la signature, mais l'archivage sur le long terme, et c'est ce que l'on va voir la semaine prochaine avec le 3e guide, lorsqu'on a un document que l'on va devoir archiver 20 ans, 30 ans, voire plus, comment est-ce que l'on va maintenir cette intégrité? Et donc, tout ça, on va le faire via l'archivage. Et donc, par rapport à l'archivage, vous êtes responsable de vos documents, vous en êtes les propriétaires, donc vous êtes responsable de l'archivage qui en est fait. C'est pourquoi, Chantal, vous disiez tout à l'heure, l'important n'est pas de dire finalement, bon, je vais tout archiver chez moi. Non, l'important, c'est que vous, en tant que responsable, vous puissiez poser les bonnes questions. C'est-à-dire, si votre document il reste chez le prestataire de signature parce que la solution vous plaît, elle est facile d'accès, vous pouvez aller consulter vos documents à n'importe quel moment, récupérer les dossiers de preuve à n'importe quel moment, etc. C'est très bien. Mais il faut vous assurer que l'archivage qui en est fait par ce prestataire, il est conforme à l'état de l'art. Et donc ça, c'est de votre responsabilité puisque c'est vous qui choisissez les acteurs que vous utilisez. Merci beaucoup, Amélie. On n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, mais
on y répondra par écrit. Et le plus simple pour poser des questions aux auteurs, c'est d'être présent le 22 novembre, mardi prochain, à l'hôtel Bedford, donc, où la FNTC et le CR de Paris vous présenteront ce nouveau guide. En tout cas, je vous remercie tous de votre présence et de votre participation. Et à la semaine prochaine. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. À la semaine prochaine. Au revoir.